faire des interprètes aussi. Anna Sokolovic a beaucoup fait ça. Avec Duo R, on avait commandé une œuvre qui avait déjà été écrite pour une autre formation musicale, avec d'autres instruments, guitare électrique, voix et piano. Puis elle a transcrit, c'est vraiment adapté pour alto, saxophone et percussion. C'est comme on fait avec la musique de Bach, mettons les suites pour violoncelle ou les sonates de partita, que ce qui est important c'est le contrepoint, ce qui est important c'est l'architecture de la pièce. Après ça, que ça soit joué par un instrument qui peut soutenir cette thèse-là, c'est ça. Ça fait juste vivre la pièce encore plus longtemps. C'est ça. Avec d'autres timbres, d'autres couleurs. C'est ça la garde en vie, ça l'amène ailleurs. Moi, j'ai toujours vu dans cette idée-là que je mise beaucoup sur l'idée de l'arrangement aussi, de légitimiser l'arrangement comme un acte créatif. Justement de revisiter une œuvre ou de faire une autre version d'une œuvre, ou de juste tout le temps refaire il y a des artistes qui font toujours la même œuvre à chaque fois, qui, pour moi, c'est comme un arrangement de la même idée à chaque fois, puis tout, la création, c'est l'idée, puis après, tout ce qui s'en décline, ça fait aussi partie de ça, le rôle d'interprète aussi, j'ai l'impression. Oui, complètement. Il y a de plus en plus aussi de gens que, pour des raisons financières, c'est une bonne idée d'adapter, au lieu de repartir de zéro, puis d'attendre une demande de subvention qui, des fois, la première fois, ne fonctionne pas, là, il faut attendre un autre cycle. Moi, je pense que dans le climat actuel, c'est vraiment judicieux de s'assurer que la musique nouvelle reste vivante. Donc, toi, quand on s'est parlé la première fois, tu étais avec l'Orchestre de la Francophonie, il jouait une de tes œuvres avec une belle mise en scène. Puis là, moi, après, à mon tour, j'allais jouer une œuvre de Gilles Tremblay, qui avait été jouée une fois à l'OSM, puis après, plus jamais pendant comme 30 ans. Ça avait été joué au début des années 80. Puis il était supposé avoir un enregistrement de Radio-Canada, mais introuvable. Donc là, ça a été ma mission cette pièce est trop extraordinaire, puis emblématique pour prendre la poussière. Ça a été vraiment, la mission, ça a été d'en refaire une deuxième performance. Parce que c'est ça, la musique nouvelle, elle reste nouvelle. C'est ça. Plus que 30 ans. Oui, les gens les connaissent pas, puis quand on les amène, même si ça fait 30 ans qu'elle a été écrite, je veux dire... C'est nouveau. C'est nouveau, c'est une découverte à chaque fois. Exactement. Les gens disent la même chose du répertoire baroque. Il y a des œuvres qui n'ont jamais été jouées ou qui n'ont jamais vraiment été jouées dans telle formation. Fait que là, quand on les ramène, c'est une découverte aussi. Puis, même Ignaz Franz Biber, ça reste la musique contemporaine aujourd'hui. C'est complètement sauté, qu'est-ce qui est écrit comme couleur. La sonate Hammer clavière de Beethoven, ça va toujours rester la musique tellement innovatrice. Donc, bref, de reprendre cette création qui avait été faite avec Charles Dutoit, Rivka Golani, puis l'OSM, puis là, de nous permettre de se rencontrer, un premier lien. Ça, c'était en 2019. Puis des fois, c'est vraiment d'être patient dans les collaborations parce que souvent, ça se passe pas dans les 2-3 premières années. Ça prend du temps. Puis toi, entre-temps, tu avais une super opportunité d'entrer dans un grand concours. Puis de fournir plusieurs œuvres, dont un concerto pour alto. Un concerto pour alto, puis cette pièce-là, R, qui est mon premier concerto que j'ai jamais écrit, parce que c'était une forme que je redoutais un peu, je t'avoue, parce que c'est vraiment le soliste. L'idée du soliste, c'est toujours quelque chose qui m'a un peu rendu insécure. Dans le sens que, on s'est tous centré autour d'une personne. Moi, j'adore l'écriture orchestrale parce que c'est tellement collectif, tellement dans la collaboration et tout ça. Puis, disons, le rôle du soliste avec l'orchestre, il y a comme une genre de hiérarchie, Fait que mon idée, d'abord, avec cette pièce-là, c'était espèce de défaire un peu dans la construction cette hiérarchie-là, en rendant vraiment ça flou à un moment donné où c'est que tu te retrouves, fait que déjà, il y avait ce moment-là où j'ai décidé, où je voulais explorer cette forme-là. Puis c'est arrivé aussi dans un creux, j'avais un mois devant moi, puis je me demandais quoi faire. Puis c'est ça, je veux dire, j'avais des jeunes enfants, c'était bien occupé, tout ça, mais... Nous deux, on traversait cette même phase parentale, presque en même temps. C'est ça, on a des enfants à peu près du même âge. On a le même âge, on a des enfants presque du même âge, on a vécu notre parentalité aussi dans les mêmes périodes et climats sociaux. Vraiment. C'est puis, fait que
on dirait que je l'écrivais, puis je l'écrivais pour l'alto, puis la seule personne qui me venait en tête, c'était toi. C'est quand même... Merci de dire ça, ça me touche beaucoup pour vrai. Là. Ben non, mais je l'écrivais, puis on dirait que justement cette première rencontre, c'était en 2019, je pense. Ça avait semé une graine, puis puis là, on dirait, l'idée de l'alto était là. L'alto qui est un instrument que il y a moins de répertoire de solistes aussi de c'est un protagoniste intéressant aussi parce qu'il n'y a pas de normes. Ouais, exact. Puis tu sais, quand tu parlais de la construction ou des paradigmes alentour du concerto, mais tu sais, je veux dire, Vivaldi a fait des œuvres concertantes avec un orchestre super actif, super collaborateur. C'est ça. Brahms avec des solos dans les bois renversants. Même chose avec Beethoven. Je veux dire, il y a des grands compositeurs qui ont traité le concerto d'une façon à la musique de chambre étendue. Ouais, tout à fait. Et je trouve que Gilles Tremblay aussi, son œuvre, c'est ça qui m'avait charmé le plus. C'est à la fois c'était extrêmement athlétique, mais il y avait vraiment une conversation à la symphonie concertante. Puis avec ton œuvre, il y a vraiment une collaboration, il y a un tissage qui se fait vraiment entre les parties de l'orchestre et de l'alto. L'alto, ça ne peut pas être pas collaborateur. C'est ça, il y a besoin d'aide. L'alto, c'est toujours au centre, là. En train de rentrer en dessous de la peau des gens. C'est ça l'alto, c'est jamais le centre. Il faut que ça fasse partie de quelque chose. Ouais. Je pense que tu as tellement bien fait de choisir cet instrument-là, mais c'est comme l'un va dans l'autre. Là. C'est ça, ouais. Mais je trouvais qu'il y avait comme aussi cette espèce de... des cordes très très aiguës, mettons, là, qui peuvent facilement passer au-dessus de l'orchestre. On dirait que là, tout à coup, je rentrais dans l'idée du concerto qui me déplaisait un peu. Performatif, ouais, exactement. Virtuose. Puis ça, c'est... Quoique ton œuvre est quand même virtuose. Je sais, je m'excuse. Mais, tu sais, on dirait que c'était ma réponse à cette espèce de culture-là que je redoutais, que je ne voulais pas, à laquelle je ne voulais pas contribuer, que je refusais de contribuer. Puis, en même temps, tu sais, la pièce s'appelle Air, puis le premier titre, c'était Errance, donc quelqu'un qui erre, hein? Une errance. Puis c'était justement une espèce de période entre deux. J'étais entre plusieurs projets. Il y avait des creux de financement partout en création. Fait que j'ai juste dit, je vais écrire une pièce. Ce sera à mes frais, ce sera mon projet. Ça faisait partie aussi d'une réflexion. Tu parlais de Gilles Tremblay. Ça faisait partie d'une réflexion aussi sur notre identité culturelle au Québec. J'avais étudié cette année-là les compositeurs du début du 20e siècle. Et je me suis particulièrement intéressé à Rodolphe Mathieu, qui est un compositeur québécois qui, à l'époque, était bien ami avec Claude Champagne, Léopold Morin. Donc, il y a un groupe de créateurs qui allaient étudier à Paris, parce que c'était ça qui était le fun à l'époque, c'est ça qui était à la mode. Oui. Puis il revenait ici. Puis lui, c'était drôle parce qu'il allait à Paris, puis il avait tellement un gros accent. Il venait de Grondines, je pense. Puis il y avait un gros accent québécois. Personne ne le comprenait là-bas en France. Et puis en fait, j'ai étudié sa musique. C'est quelqu'un qui s'intéressait au mysticisme, une espèce de spiritualité à la Scriabine, très 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 semblable à la musique de Scriabine. Puis je me suis intéressé à cette idée-là du mysticisme qui a pris une grande ampleur aussi aux États-Unis. Il y a beaucoup de compositeurs, et juste des créateurs, des artistes, des gens qui se sont mis à réfléchir à cette espèce de nouvelle spiritualité, cette nouvelle vision. Il y en a pour qui ça s'est mélangé à la religion. Olivier Messiaen, par exemple, avec l'Église catholique. Gilles Tremblay, c'est intéressant, puis je me suis penché sur lui aussi pour l'écriture de cette pièce-là. Parce que, bon, Gilles Tremblay s'est beaucoup inspiré de la musique de Messiaen, est vraiment découlé de cette tradition-là. Claude Vivier, on pourrait en dire la même chose aussi. Puis c'est quelqu'un aussi, je fais une citation très claire à la pièce Lonely Child dans mon concerto. Alors vraiment, c'est une pièce qui s'intéresse à cette espèce de mysticisme, cet attrait pour l'étrange. Puis je trouve que de nos jours, on est tellement dans le concret. Puis tous les opéras parlent de vraies histoires, des vraies personnes. Des faits, tu sais, ce qui marche, c'est les docu-fictions, les faits vécus, tout ça. Mais on n'est pas dans la réflexion intérieure, tu sais, on dirait qu'on s'évade de ça. Et pourtant, il y a tellement d'horreurs qui se passent dans le monde, mais on dirait que notre réflexe, c'est de créer un lien encore plus
serré avec la réalité, ou de se rappeler des faits. Comme si c'était plus acceptable de le voir sur une scène que de le vivre. Exactement, c'est ça. Alors, cette pièce-là est comme à contre-courant, d'une certaine façon, parce qu'on replonge dans un espèce d'intérieur. Puis, c'est ma façon aussi de replonger dans l'histoire, à ma façon. Peut-être c'est une démarche similaire à ceux qui replongent dans l'histoire, dans les faits. Puis moi, ça m'intéresse, ces gens qui réfléchissaient à cette espèce d'intérieur-là, ce mysticisme ambiant qui faisait partie de la collectivité au 20e siècle. Là. C'est beau parce que les Québécois, on s'est un peu distancés aussi de l'Église catholique à un certain moment, puis ça a fait de la place à d'autres sortes de spiritualité. Donc je pense que la musique est tellement identitaire aussi, puis pour moi, le canal passe vraiment mieux si je peux m'accrocher à quelque chose de spirituel qui est plus dans le mystique, justement. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est qu'à un moment donné, la musique de Messiaen, c'est un exemple, c'est très dans l'Église catholique totale. Là. Mais moi, j'ai toujours eu un lien fort avec sa musique. Pas pour le contenu ou le titre, là, c'est plus l'esprit. L'effet. L'effet que la musique, le ressenti. C'est tellement profond. Tellement profond, c'est tellement humain comme musique. C'est ça le mysticisme, c'est ça cette espèce de vision qui va au-delà des religions. À la limite, c'est une réponse aux religions qui avaient des poids politiques importants. Puis au Québec, ça a été un exemple, c'est le refus de l'Église. Puis on a une d'atrocité. D'atrocité, puis de se soumettre aussi. De violence. De violence, exactement, c'est ça. C'est comme une libération, dans le fond, de vivre ça. Il y a une couleur dans Air qui est justement, qui évoque des instruments balinais, qui est aussi partagé avec Gilles Tremblay, qui était très fan et qui avait même fait un voyage qui a été vraiment marquant pour lui. Je me souviens même d'avoir vu certains de ces instruments qu'il a ramenés à l'époque. Donc, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ces couleurs-là que tu voyais dans Air, qui est atypique d'être créé par un alto? C'est l'alto, mais c'est aussi tout ce qui l'entoure. Cette espèce de texture très particulière qu'on trouve dans les musiques asiatiques d'Asie du Sud-Est. Moi, j'ai un bagage aussi avec la musique balinaise particulièrement. Comme Claude Vivier et comme Gilles Tremblay, on vient de cette même germe au Québec qui a eu un attrait envers cette musique-là. Dans les années 60, c'était José Evangelista, Gilles Tremblay, John Rea, Claude Vivier. Ces 4 personnes-là, et beaucoup d'autres autour d'eux, ont voyagé à Bali. Tout à coup, il y a une découverte de cette musique-là, ont un attrait pour cette musique-là, c'était comme le langage de l'avenir, ou peut-être une autre possibilité pour l'évolution de la musique, autre que l'espèce d'avant-garde française, principalement. Autant dans le timbre qu'au niveau rythmique. Exact. Et au niveau mélodique aussi, particulièrement, c'est une musique qui est très mélodique. C'est une musique qu'on dit hétérophonique, donc il y a une mélodie au centre. Tout le monde joue cette mélodie, mais à différentes vitesses, en faisant des ornements, chacun à leur façon. Ça crée une espèce de discours, de direction commune qui va de l'avant. Tu sens l'orchestre, tu sens la multiplicité des couches et des interventions musicales, mais il y a comme une espèce d'énergie où tout le monde va en avant dans la même direction. Mais que c'est pas tout aligné. Exact. C'est ce qui est vraiment libérateur de jouer ton œuvre, parce que malgré que j'ai fait énormément de travail de métronome, de visualisation de battus, il y a tellement de détails, puis il faut que je gravite alentour des grands temps, mais j'ai pas l'impression qu'il faut que ça soit rigide. J'ai l'impression qu'il faut que ça soit justement dans l'improvisation, puis la notation, c'est tellement limité comme vecteur d'effet. Que ça, on le sent vraiment dans ton écriture, que si on veut que ça soit fluide, il faut qu'il y ait une latitude, justement, au niveau de la pulsation. Il faut que ça soit naturel et mieux que absolument rythmique et cadré. C'est ça. J'ai l'impression. À voir avec orchestre. On va voir que ça va être. Reality check dans quelques jours. C'est ça, oui, on va voir le chef. Mais ça, je dis tout ça pour me rassurer. Oui, c'est ça, c'est comme bon. Je suis bonne pour m'auto-rassurer finalement. Ça se peut que notre chef il aille dans une autre direction. Non, mais il faut juste qu'il écoute la vidéo dans le fond. Mais oui, vraiment, la partition a ses limites à un moment donné, puis
on est confronté à ça quotidiennement. Puis à un moment donné, il y a cette espèce d'acceptation que la partition, c'est un point de départ. Ouais. Puis que c'est à un moment donné aussi, il y a des gens qui sont tellement à cheval sur tout ce qu'ils écrivent, tous les choix qu'ils prennent, la minutie, mais ça revient à tout ce qu'on disait au début, que tout l'acte créatif, ce n'est pas seulement cette première impulsion que j'ai une idée, je vais l'écrire, ça va être une nuance, une dynamique, ça va être un rythme, une note précise, ça va être comme ça. C'est tout ce qui vient après. Toute la réflexion et les nouvelles découvertes qu'on fait individuellement aussi. Il y a une espèce de relecture aussi qui est possible. Là, je veux dire, j'ai des nouvelles influences depuis que j'écris cette pièce-là, j'ai des nouvelles idées depuis que j'écris cette pièce-là. Et il faut que je les... faut qu'elle transparaisse là-dedans, qu'elle transparaisse dans ma communication avec toi. Mais même nous, on a changé plein de choses ensemble. Moi, je suis pas compositrice. Mais j'ai un instinct et j'ai mon instrument que je veux constamment aider à évoluer puis à transcender ses propres habitudes et aller hors sentier. Moi, c'est ma façon de contribuer au répertoire, c'est d'avoir la chance de travailler avec les compositeurs d'aujourd'hui. Puis il y a quelque chose de vraiment beau qui va se passer quand on va le faire avec l'orchestre parce que ça va continuer de changer, ça sera jamais pareil, d'une répétition à l'autre. Et puis même, le concert s'inscrit dans la préparation parce que c'est pas une finalité. Puis c'est un peu l'enjeu de nos jours avec la musique nouvelle, c'est que c'est joué une fois à la première, comme on disait au début, puis ensuite, on attend une nouvelle première. Mais il faudrait juste voir chaque performance comme une première, puis ensuite en sécuriser une autre qui va être complètement différente. C'est ça, oui. Continuer de faire vivre les œuvres. Comme encourager les orchestres puis les ensembles à continuer de s'intéresser à la musique nouvelle. En même temps, il y a tellement d'œuvres qui s'écrivent, tellement de gens qui veulent vivre de tout ça, tu sais, mais je pense qu'effectivement, il y a tellement de compositeurs qui vivent en marge des salles de concert puis qui doivent créer à leurs frais des œuvres qui auront de leur vécu pas été honorés. Parfois certains joyaux que si on leur donnait plusieurs interprétations, il y aurait une plus grande reconnaissance, disons, de toutes les belles œuvres qui se créent au Québec. J'ai eu une expérience l'an passé avec Julia Adolphe, qui est une grande compositrice américaine. Puis c'est assez particulier parce que, il y a quelques années, elle a été diagnostiquée avec un syndrome d'anxiété généralisé. Donc ça a quand même énormément affecté sa productivité. Mais ça a aussi fait vivre sa créativité autrement. Puis par exemple, la pièce que j'ai faite la première canadienne l'an dernier, c'était On Earth Release, qui est une œuvre d'ailleurs que je vois vraiment bien avec la tienne. Je trouve que les deux seraient très belles juxtaposées l'une sur l'autre. Puis elle, dans le fond, Cynthia Phelps et le New York Phil avaient fait la première. Ils l'avaient enregistrée, c'était sur Spotify. Et puis là, pour une raison obscure, c'est plus disponible. Ils l'ont retiré. Et puis là, après avoir entendu l'œuvre avec orchestre, puis l'orchestration, je veux dire, toute l'instrumentation, c'est énorme, c'est tellement coûteux. Puis ça fait partie des discussions artistiques, là, le choix financier de programmer les nouvelles œuvres, puis tous les extras qu'on a besoin. Puis on en est venu à la conclusion que ce serait extraordinaire d'avoir une version pour alto et piano. Une version plus sonate, pas une adaptation de la partie orchestrale, mais comme une réécriture. Est-ce que c'est quelque chose que tu verrais avec R? Est-ce que ce serait envisageable? Justement, je trouve que ça fait partie du plan où est-ce que la pièce est plus portative, plus disponible. C'est toujours quelque chose qu'on nous dit quand on étudie pas nécessairement d'arranger nos œuvres, mais d'écrire des œuvres pour solistes, que c'est ça souvent qui fait des carrières. Puis moi, je t'ai dit tout à l'heure que j'avais peur du concerto parce que c'est très exposé. Moi, j'ai toujours écrit des œuvres pour grand ensemble. J'ai toujours eu ce problème-là que mes intérêts, ma musique étaient généralement trop larges. J'ai toujours eu des idées de projets qui n'avaient pas d'allure, puis démesurés, là, où je pense à Tim Brady, mettons, avec ses projets de 100 guitares. Il est capable d'écrire des pièces là, pour juste quelques instruments, il est très capable, mais on dirait que c'est ce qu'il appelle, c'est le grand territoire. Le grand territoire, tu sais.
Puis il y a un choix esthétique aussi là-dedans. Mais en même temps, moi, je suis un arrangeur. Je fais ça dans ma profession aussi. Puis, je l'ai mentionné tantôt, je défends cette idée que l'arrangement, c'est un acte créateur aussi. Tout est arrangeable. Ouais. Puis, cette idée de créer un arrangement qui est une porte d'entrée vers l'œuvre symphonique, d'en créer plusieurs versions aussi, aller rejoindre différents publics. Ouais. C'est intelligent, puis une belle façon de promouvoir le travail. On nous dit souvent, les créateurs, que hey, tu ne devrais pas te soucier de tous les éléments marketing, puis tu regardes, tu es dans la création, la conception, va au fond de ton idée, respecte ton acte, c'est ça, ils sont très puristes, mais ce n'est pas une façon de vivre toujours, certainement, parce qu'on est rapidement heurté à ces complexités-là, que bon, on dépend beaucoup des moyens de production qu'on a aujourd'hui. Puis, c'est un équilibre à trouver. C'est un équilibre, exactement. Fait que, moi, personnellement, c'est des choses que j'ai acquis au fil des années, que j'ai appris. Puis, c'est quelque chose que j'aime faire aussi, de me mettre en posture d'arrangeur. Et quelque chose de moins, quelque chose de revisiter une œuvre, c'est ce qu'on parlait. Enregistrer mes anciennes œuvres. Mon premier album, c'était ça. J'avais 3 œuvres fantastiques que j'avais écrites dans les 4-5 dernières années que j'adorais, que je voulais, qui avaient justement été jouées une fois, que je voulais indiquer, que je voulais donner. Faire ma marque, puis les mettre dans un seul et même endroit. Ouais. Fait que les 3 œuvres, on les a enregistrées avec 3 ensembles différents, puis ça a fait mon premier album, Photogramme. Puis j'ai passé 2 ans à travailler là-dessus et à délaisser beaucoup de compositions pour me concentrer là-dessus. Mais c'est important d'archiver aussi. Ouais. Puis la permanence, là, on parle beaucoup de faut que ça reste vivant, faut que ça soit en mouvance, mais aussi c'est vraiment important d'avoir ces cartes de visite-là, parce qu'au final, dans 100 ans, quelqu'un va vraiment pouvoir se référer à ça. Ça va être non seulement utile, mais c'est ton patrimoine. Tout à fait. Oui, l'enregistrement, c'est ça aussi. Puis tu le sais, tu en as fait plusieurs toi-même. La musique comme art vivant aussi, il y en a qui défendent beaucoup ça, que disons, au niveau esthétique, il faut que ce soit l'acte du concert, la relation public et interprète. Il y a de la place pour tout. Mais il y a de la place pour tout, exactement. Il faut être polyvalent. Il faut être polyvalent. C'est vraiment... c'est le thème de la journée. C'est le thème de l'année. Puis je pense aussi.